Bien. Je vous propose, un, que Geoffroy Delétrange nous rejoigne pour la table ronde, et deux, de prendre une première question de la salle. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose à nos panélistes de réagir. Et je vais passer donc la parole à Anne-Sophie Prouveau. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu veux réagir sur les dispositifs? Celui suivant. Merci. Oui, donc bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Pouvreau, je suis la cofondatrice de Newton Agence. Donc on est une agence de formation sur mesure. Et c'est vrai que les chiffres de l'ISTF correspondent vraiment à notre quotidien. On ressent de la part de nos clients vraiment l'envie d'aller vers du blended, donc d'intégrer, de mixer du présentiel, du distanciel et du digital. Et c'est vrai qu'on parle de tutorat, mais c'est aussi l'intégration de modalités collaboratives avec des workshops. On va vraiment favoriser l'intelligence collective. Donc c'est vrai que par rapport aux modalités qui ressortent dans le top du classement, c'est vraiment aussi des choses qu'on ressent sur le terrain, si je puis le dire, auprès des grandes entreprises. Alors moi, j'avais peut-être une question complémentaire vis-à-vis de ça. Parmi les modalités, il y en a une qui ne transpire pas en tant que telle, mais c'est l'émergence de l'intelligence artificielle en formation. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves chez tes clients? C'est des sujets en effet qu'on rencontre avec l'adaptative learning, où vraiment il y a un souhait de nos clients d'offrir une offre de formation la plus personnalisée possible. On le retrouve aussi avec des innovations telles que le Pitch Boy, avec des agents conversationnels. Donc on voit l'intelligence artificielle émerger et arriver. Et on n'est pas uniquement sur des projets de type POC, hein, vraiment on va loin sur ces sujets-là. Et puis on a des sujets d'actualité comme ChatGPT, où là on est encore dans le questionnement par rapport à l'impact que ça va pouvoir avoir sur nos métiers. Très bien. Geoffroy, tu veux compléter sur ces aspects-là et peut-être rebondir aussi sur la notion de tutorat, je crois qu'il t'est cher dans ces dispositifs? Oui, alors déjà sur l'intelligence artificielle, effectivement, ça fait quand même pas mal d'années qu'on la voit en formation. Il y a beaucoup de plateformistes présents ici qui utilisent déjà depuis longtemps le fait d'utiliser l'IA pour faire des suggestions, notamment des suggestions de contenu e-learning, ce qui est toujours intéressant. L'utilisation aujourd'hui de l'IA sera sur ce type de fonctionnalité, c'est-à-dire quelque chose de très clairement identifié, qu'on peut facilement expliquer et où l'utilité de l'IA est finalement assez évidente. On l'utilise, je prends l'exemple de Speaks dans le domaine du coaching, pour suggérer des coachs en fonction des domaines d'expertise des coachs et des souhaits de développement en formation comportementale des personnes coachées. Donc sur ce type de sujet bien spécifique, bien identifié, l'IA a vraiment toute sa place. Plus on va vouloir étendre, plus il faudra quand même voir et faire très attention au type de données dont on a réellement besoin. Est-ce qu'on en a assez pour que ce soit pertinent? Et aussi les notions d'éthique et de transparence sur l'utilisation des données. Ce qui de toute façon est une obligation en droit européen. Hein. On est censé être capable d'expliquer aux utilisateurs comment leurs données sont utilisées. Donc ça, c'est un point sur lequel je serais extrêmement prudent. En tant qu'Européen, je trouve qu'on a raison d'être prudent et d'avoir une extension du RGPD vers l'intelligence artificielle. Donc voilà, juste pour vos utilisateurs, ça peut être important de faire attention à ça. Petite parenthèse à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé, pour les entreprises un peu plus grandes, pensez à vos partenaires sociaux sur ces sujets liés à l'intelligence artificielle, parce qu'ils peuvent avoir une approche intéressante sur la façon dont on gère les données des employés. Et c'est un bon terrain de collaboration et d'entente entre l'entreprise et les partenaires sociaux. Pour avoir discuté de ça avec quelqu'un de la CGT, quelqu'un de la CFE-CGC, quelqu'un de FO Cadre, je vous encourage à le faire, c'est très intéressant. Oui. Super. Je repose la deuxième partie de ma question. Sur le tutorat, tu as vu dans les statistiques de l'ISTF que le tutorat avait une importance clé, dès le démarrage, pour rassurer et engager les apprenants finalement dans leur dispositif, et que 2, en termes de critères de réussir pour aller au bout, vers la complétion du dispositif, là aussi, le tuteur n'arrive plus en 3e position, mais bien en 1re position. Et je sais que chez Speak, c'est quelque chose que vous développez fortement. Tu peux nous donner ta vision ? Oui, enfin, pour moi, il y a une dimension qui revient en force dans notre domaine Learning Tech, EdTech, c'est de
remettre de l'humain, en fait. Et c'est là où le tutorat, le coaching, le fait de faire appel à des classes virtuelles où on a des professeurs réellement accessibles, par exemple, auront un rôle important. Alors, ça peut paraître évident dans un domaine comme le coaching, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines où l'acquisition des compétences va prendre du temps et où avoir une vraie personne qui peut accompagner ce progrès a vraiment, vraiment du sens. Donc je pense que c'est un point, quel que soit le type d'outil que vous utilisiez, qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce que je peux inclure des experts externes ou internes d'ailleurs dans un accompagnement de longue durée de mes collaborateurs. Et ça a un vrai impact. Très bien. Est-ce que, pour parler qualité, une minute et revenir sur ce sujet-là, est-ce que les clients, les acheteurs de digital learning ont conscience qu'ils peuvent bénéficier notamment des dispositifs reposant sur la certification Calliope? Et est-ce qu'ils mettent en œuvre les bons conseils que vous pouvez leur prodiguer au FFOD? Alors, sur la qualité, c'est sûr que c'est un vrai... tout ce qui est certification Calliope est une vraie difficulté, je dirais, parce qu'on reste encore beaucoup dans les tâtonnements quand il s'agit d'être... quand on est organisme de formation sur le digital learning, on n'est pas forcément toujours très... voilà, ça reste de l'ordre quand même beaucoup des interprétations à en faire d'un cadre de référence. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la certification Calliope, en fait, elle mesure un process qualité en cours. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir démontrer que c'est un processus en cours. Et c'est ça qui est le plus important. Et alors, on parlait, je voudrais reboucler effectivement peut-être sur le tutorat. L'accompagnement, le tutorat sont des éléments évidemment très très forts et qui ont un impact qui résonne énormément dans la certification Calliope. Parce que quand on fait du digital learning, c'est vrai que la réussite de ce type de dispositif repose quand même énormément sur cet accompagnement et tutorat pour éviter effectivement que les apprenants finalement abandonnent un peu leur parcours de formation. Merci beaucoup. Sur la notion, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous posez la main, on vous amènera un micro surtout. N'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai une question. Donc, j'étais assez surpris de voir que les demandes pouvaient émaner aujourd'hui des apprenants. Donc, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi, finalement? Est-ce qu'ils deviennent exigeants parce que ce qu'ils consomment dans l'univers grand public au quotidien, les tutos, les vidéos YouTube, les poussent à se dire on peut être autonome? Ou est-ce que c'est parce que les expériences en entreprise sont de qualité et leur donnent envie? Mais effectivement, c'est une très bonne question qu'on s'est posée également quand on voit arriver d'un coup dans le classement cette demande des apprenants. Donc nous, on l'analyse vraiment sur 3 critères. Le premier, c'est qu'en fait, on a tous vécu pendant la crise sanitaire des expériences à distance, de la classe virtuelle un peu à marche forcée. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on y arrivait. Alors certes, il y avait peut-être des choses à améliorer, etc. Mais je pense que tous ceux qui n'étaient pas encore convaincus que c'était possible l'ont été lors de la crise sanitaire. Donc on a effectivement ça. Tu as tout à fait raison, cette problématique, quelles que soient les générations, de consommation de contenu asynchrone sous la forme de tutos, même par YouTube, dans notre vie de tous les jours, quand on ne sait pas faire quelque chose, on va nous-mêmes aller chercher à se former et on a l'habitude de consommer ce type de modalités, sans s'en rendre compte, parce qu'on pense que ce n'est pas de la formation, alors qu'en fait, ça en est. Et voilà, on a aussi de plus en plus de personnes avec ces mouvements assez importants de talent qui changent d'entreprise à l'autre et qui finalement ont connu dans certaines structures de la formation à distance et viennent dans chez leurs nouveaux employeurs demander aussi cette connaissance, puisque ça leur permet vraiment de travailler quand ils en ont le temps, au moment où ils en ont besoin, ce qu'on appelle un peu le just-in-time, comme on aime bien angliciser tous les termes dans notre domaine. Mais voilà, c'est aussi se dire, c'est disponible quand moi j'en ai besoin, pas quand mon employeur décide de me proposer une formation. Alors j'en profite, nous avons une question ici. Voilà, on va compléter le panel.
Bonjour, je suis donc responsable formation à la Caisse centrale à Messa, mais pour un public de bénévoles qu'on essaye d'engager dans la formation e-learning depuis peu, puisqu'on a déployé en 2020. J'avais juste une question, c'est par rapport à votre étude. Vous dites qu'il y a de plus en plus de demandes individuelles qui émanent de salariés, effectivement que ça peut être étonnant. Ma question, c'est est-ce qu'on a une visibilité sur le type de structure, d'organisation? Voilà. Est-ce que ce sont des organisations qui, a priori, sont de plus en plus dans une démarche d'organisation apprenante, ou est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une visibilité là-dessus? Oui, tout à fait. En tout cas, sur le panel des... D'ailleurs, je voulais vous féliciter pour votre courage d'être monté sur scène pour poser votre question avant de répondre. Mais effectivement, on a ces données-là, c'est-à-dire que sur le panel aujourd'hui, on a en répartition 40% d'entreprises, quelle que soit leur taille, des organismes de formation, des indépendants. Donc, on a vraiment un panel assez large. Donc, ce serait assez intéressant de creuser par ce type de structure si cette demande des apprenants est plus précise. Quand on a regardé les enquêtes, ce n'était pas flagrant, c'était vraiment un mouvement de fond, on peut dire, puisque c'était présent sur toutes les typologies de structures, cette demande des apprenants. Je pense que ce serait peut-être un petit peu facile de dire que c'est les nouvelles générations qui arrivent. Ça peut, mais je ne pense pas, puisqu'en fait, on est vraiment sur tout type d'apprenants qui viennent. Et chez nos clients, on le voit, ils viennent en nous disant, on nous en demande. Et voilà, on est sur des structures qui ne sont pas forcément sur des générations Z, XY, alpha, bêta. Mais donc voilà, je pense vraiment que c'est un mouvement de fond qui s'accélère avec la crise Covid et qui n'est pas spécifique soit à un domaine, soit à une génération, un mouvement de fond assez global. Merci beaucoup. Anne-Sophie, cette appétence des apprenants pour la formation en ligne, tu la ressens et est-ce que ça a un impact sur la qualité de ce qu'il faut produire? Parce qu'on voit que ce que l'on consomme en grand public est de plus en plus pointu, de plus en plus sophistiqué et j'imagine que ça doit obliger finalement tes clients à mettre le curseur un peu plus haut. On l'a vu qu'en effet, lorsque le tutorat n'accompagnait pas un dispositif, le taux de complétion était en chute libre. Donc, il faut en effet chercher de leviers d'engagement. L'engagement, c'est vraiment clé. On le voit lors des avant-ventes, des appels d'offres auxquels on peut répondre. Vraiment, un des critères sur lesquels on va vraiment appuyer, c'est comment est-ce que l'on va engager les apprenants. Pour ça, on a plusieurs leviers. Donc, il y a tout ce qui est marketing de l'offre de formation, comment on va communiquer. Dans l'étude, et ressortait le fait de répondre à des besoins opérationnels. Donc, on va vraiment faire une étude précise de la population apprenante pour proposer des ressources qui répondent à des problèmes concrets et à des besoins opérationnels. Donc, ça va être vraiment un levier fort. Et ensuite, on a des petits ingrédients de cuisinier, de pédagogue, on va dire, qui sont la gamification, le storytelling. Voilà. Et puis, on a la combinaison des formats qui nous permet vraiment d'engager les apprenants dans des dispositifs qui sont innovants, engageants, interactifs. Merci beaucoup. Question de la salle? N'hésitez pas. Oui, allez. Oui, j'avais une question sur la production des contenus. On a vu qu'il y avait une partie par les apprenants eux-mêmes et une partie par l'équipe formation de l'entreprise. La partie par les apprenants eux-mêmes, ça correspond à quoi? Est-ce que des formateurs métiers internes qui produisent leur propre contenu, est-ce que ça, vous les mettez dans cette case ou est-ce que vous pouvez préciser cette partie? Juste pour démarrer peut-être cette réponse, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle les experts des terrains dans les structures qui vont eux-mêmes produire les formations pour aller former leurs collègues. Donc, c'est vraiment ce typologie d'experts. Voilà, ce n'est pas le service formation, mais ce sont des experts. C'est par exemple des formateurs occasionnels. Ou, voilà. On a aussi des personnes, des managers qui vont transmettre, des personnes qui sont très compétentes depuis longtemps. Donc voilà, je passe la parole aussi, parce qu'il y avait la possibilité de compléter la réponse. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les a structurés. Oui, ou ça va être également des profils dans une organisation qui vont être identifiés comme sponsors, porteurs d'un sujet et qui vont animer une communauté et qui vont les amener à créer du contenu.
Donc c'est vrai qu'on retrouve des formateurs, des experts formateurs occasionnels que l'on va d'ailleurs pouvoir accompagner pour les aider à structurer de manière pédagogique leur contenu. Mais ça peut être aussi finalement des passionnés d'un sujet dans une entreprise qui ont envie de partager leur savoir, leurs bonnes pratiques. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans le social learning avec vraiment ce partage qui finalement, chaque personne acteur qui a envie de partager va pouvoir le faire au sein de son entreprise. Alors justement, dans ce cadre-là, la formation, généralement c'est plutôt descendant, c'est un service de formation qui produit et puis qui diffuse. Là on est sur, pour utiliser un langage anglais, du bottom-up, c'est-à-dire qu'on fait produire en bas et on met à disposition. Comment on fait pour s'assurer de la qualité, de la pertinence, de la mise à jour de ces nouveaux contenus? Il y a des règles, des conseils à adopter? Geoffroy, tu veux? En tant qu'agence, c'est vrai que sur la forme, on va pouvoir accompagner nos clients, à les aider à structurer, à organiser. Ensuite, évidemment, chaque contenu qui va être produit va répondre à un objectif, ce qui assure un niveau de qualité. Et puis, c'est souvent des équipes, il y a une communauté, donc ce n'est pas une personne qui va produire et poster. Il y a des circuits de validation qui vont permettre d'assurer cette qualité. Geoffroy, tu veux compléter? Oui, alors déjà, effectivement, il y a des outils qui le permettent, y compris là, dans la salle, il y a un certain nombre de technologies là-dessus. J'ai aussi, l'autre jour, découvert une entreprise de Finlande qui avait une solution de social learning en mode projet qui était super intéressante. Le vrai défi, à la limite, au-delà de l'outil, c'est la problématique du temps, en fait, qui est à la fois du côté des apprenants, ça c'est un classique, mais aussi si vous faites appel à des experts internes pour partager ça, l'idée c'est de trouver un moyen pour que ce soit le moins contraignant possible. Alors la vidéo, pour ça, il y a un super outil. Vous filmez quelqu'un en train de faire quelque chose et après vous pouvez le diffuser. Mais là, vous perdez l'aspect un petit peu social et collaboratif dans ce genre de choses. Donc il faut voir comment valoriser et récompenser finalement ce temps-là, à la fois pour ceux qui vont créer le contenu, mais aussi pour les apprenants, ce qui est un défi récurrent de tous les départements formation. Là, ça dépend beaucoup de votre culture d'entreprise. J'ai vu des exemples très très différents. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de chez Danone, mais Danone, pendant longtemps, ils avaient leur One Learning a Day qui mettait en valeur. Dans d'autres entreprises, ça sera une demi-journée de temps en temps ou une journée de temps en temps, où on va aussi demander aux collaborateurs de partager ce qu'ils connaissent. J'ai vu des entreprises qui poussaient à 5% du temps, ce qui fait 2 heures par semaine, etc. Donc, c'est à vous, en fait, de voir en fonction de votre propre culture d'entreprise ce qui peut marcher et surtout de le valoriser, en fait. Merci beaucoup. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Vous voulez venir jusqu'à moi? Ah ben non, le micro vient jusqu'à vous. Vous parliez tout à l'heure de Just in Time. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je m'intéresse à la formation de formateurs, c'est-à-dire que je travaille pour un groupe d'écoles supérieures. Et donc, je cherche à accompagner les intervenants sur la prise en main d'outils digitaux. Et effectivement, je me heurte à cette problématique, c'est-à-dire qu'on les forme 3 fois par an et c'est jamais au bon moment. Donc, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus là-dessus ? Alors, effectivement, le Just in Time, c'est un concept en fait qui est pertinent, mais qui doit se construire et se préparer en amont. Parce que pour être pile poil dans les temps, il faut souvent être un petit peu en avance. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on travaille sur le Just in Time, c'est vraiment de se mettre à disposition un ensemble de contenus qu'on va pouvoir, comme un levier, en fait, activer au moment où la personne en a besoin. Donc c'est vrai qu'après, si on regarde un petit peu plus le contexte des formateurs et des intervenants, ça peut tout à fait s'envisager de prévoir à l'avance, d'enregistrer des séquences assez courtes sur des thématiques sur lesquelles les intervenants vont pouvoir être experts et ensuite les conserver. On est prêt à partir, en tout cas en termes d'organisation, et les déclencher au moment où vos apprenants ou les élèves dans les écoles vont pouvoir en avoir besoin. Mais c'est vrai que ce Just in Time, il ne peut pas s'improviser. Il faut vraiment travailler l'intégration du dispositif et comment est-ce qu'on va pouvoir organiser et déclencher au bon moment, rendre les acteurs autonomes en fait. Geoffroy, je pense que tu veux compléter sur cette notion de learning
on the flow of work, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est la notion de learning in the flow of work qu'avait longuement développé Josh Bersin. Si vous ne connaissez pas Josh Bersin, vous allez sur joshbersin.com, je crois, c'est son nouveau site web. Enfin, nouveau, voilà. Il y a des solutions techniques, là encore, toujours regardez chez les éditeurs, qui permettent de s'intégrer dans d'autres outils, dans des outils comme Slack ou Salesforce, etc. Et ça, c'est très intéressant et c'est tout à fait utile. C'est aussi une question de comment anticiper les besoins, d'un côté anticiper les besoins de l'apprenant. Donc c'est d'où le sujet sur l'IA dont on parlait tout à l'heure. Si déjà on pousse des choses qui sont potentiellement intéressantes pour l'apprenant en fonction de son profil, en fonction de ses souhaits de mobilité interne, etc., évidemment on va l'aider. Mais aussi ça peut être dans l'idée de mettre à disposition des outils en permettant à l'apprenant de choisir quand y accéder. Donc là, sur des problématiques comme des sujets dont on parlait tout à l'heure, on doit faire appel à une personne réelle en face, comme pour prendre l'expertise de Speak, ça peut être des cours de langue avec un vrai prof ou un coach, un business coach. Ce ne sont pas des personnes à qui on puisse avoir accès dans la seconde. Mais le fait de proposer des systèmes de messagerie ou de permettre de prendre un rendez-vous, par exemple, à 24 heures de distance, ça va donner un petit peu de cette notion de flexibilité pour la personne qui souhaitera préparer un rendez-vous important ou quelque chose de critique pour lequel il ou elle a besoin de faire appel à un expert. Donc ça, c'est aussi dans ce genre d'outils où on doit penser, anticiper en fait cette notion de très grande flexibilité. Donc pour résumer, il y a les outils et la flexibilité que les outils offrent eux-mêmes, notamment en s'interfaçant avec d'autres systèmes, sujet récurrent dans le monde de la tech, mais aussi quand vous faites appel à des personnes réelles, quel niveau de flexibilité on peut négocier avec le prestataire. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question de la salle? Non? Sans regret. Alors moi, j'en ai une dernière et on a vu apparaître dans les modalités finalement quelque chose qui commence à pointer son nez, c'est tout ce qui concerne le social learning. Est-ce que c'est une tendance que vous percevez tous comme émergente et devant se développer? Qui se lance? Oui, voilà. C'est une tendance dont on entend parler déjà depuis plusieurs années, mais c'est une tendance qui se confirme. Il y a le vrai souhait de multiplier les opportunités d'apprentissage. Et c'est vrai que si on reste uniquement dans des dispositifs formels avec bottom-up, on va limiter ça. Donc, multiplier les opportunités d'apprentissage, c'est en effet entre pairs, entre collègues, de multiplier ces opportunités. Donc, il y a en effet beaucoup d'outils qui permettent d'alimenter cette tendance, mais c'est aussi des modalités qui sont vraiment poussées par les ingénieurs pédagogiques pour rendre les dispositifs plus efficaces, avec les contraintes que ça peut évidemment avoir, mais en tout cas, c'est des choses que nous, en tant qu'agence, on souhaite pousser parce qu'on y croit beaucoup en termes d'efficacité. Geoffroy? Oui, c'est une vraie difficulté pour les outils, en fait, parce qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre le moment où, effectivement, on apprend ensemble sur un projet et le moment où on essaye de faire un petit peu le point de ce qu'on a appris. Donc, soit vous arrivez à faire appel en amont aux experts, mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment collaboratif, ça reste descendant, ou alors il faut essayer d'être créatif. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu d'outils qui y arrivaient très bien sur le fait de partager les connaissances de façon dont on puisse les capturer au moment même où ça a lieu. Donc ça, si vous avez des idées ou des échanges là-dessus, ça peut être intéressant. Souvent, c'est un peu noyé dans une multitude d'outils qui se partagent entre effectivement les plateformes, mais aussi des outils comme un Slack, un Teams ou des choses comme ça. Donc il y a un vrai défi là-dessus. J'ai plus un point d'interrogation qu'autre chose. Eh ben, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire le point alors. Merci à tous les quatre, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Très bonne fin de journée. Je vous propose...